L'hiver à Vilnius a toujours été long et sombre, mais cette année-là, le froid s'était installé non seulement dans les rues, mais aussi en moi. Je m'appelle Osteja Jukokait, j'ai 35 ans, et bien que mon mariage avec Vita sembla parfait de l'extérieur, la réalité était très différente. Il voyageait constamment pour le travail, et moi, je restais dans cette maison trop grande, vide de rire et pleine de silence. J'étais une femme de taille moyenne, de constitution mince, avec les épaules légèrement voûtées par l'habitude de me protéger contre le vent glacial. Ma peau était pâle, presque translucide, typique de ceux qui ont grandi sous des ciels gris. Mon visage fin et ovale était encadré par des cheveux châtains foncés que je portais habituellement relevés en un chignon bas, plus par habitude que par goût. J'avais les lèvres fines, naturellement pâles, et les yeux d'un bleu terni qui, selon ma mère, ressemblaient à des lacs recouverts de glace. Mes mains étaient fines, avec de longs doigts et des ongles propres, bien que rongés au bord. Je portais généralement des vêtements simples, des pulls épais, des pantalons en laine, des écharpes tricotées main. J'ai toujours préféré les tons neutres, comme si mon corps voulait disparaître entre les murs de la maison. Vita, quant à lui, était un homme à l'apparence impeccable, grand, large d'épaules et au corps athlétique qu'il conservait de ses années universitaires en tant que joueur de handball. Il avait les cheveux sombres, courts, avec quelques mèches grises aux tempes, lui donnant un air distingué. Sa mâchoire était carrée et son nez droit lui donnait une allure sévère, presque militaire. Il portait toujours des costumes sombres, des chemises parfaitement repassées et des chaussures brillantes, même à la maison. Ses yeux étaient d'un gris intense, froid et calculateur, comme s'il évaluait toujours tout autour de lui. Son sourire était rare, et quand il apparaissait, il semblait plus une formalité sociale qu'un geste authentique. Ce fut un après-midi d'avril, lorsque le printemps commençait à peine à faire fondre les dernières couches de neige, que je le vis pour la première fois. Un grand chien au pelage sombre et aux yeux dorés s'approcha timidement du jardin. Son corps, bien que robuste, montrait des signes d'abandon. Il était maigre, avec les côtes marquées sous la peau tendue, les pattes fines mais fermes, et le dos voûté par la fatigue. Son pelage était un mélange de noir avec des mèches grises, saleté et poussière du chemin, et son museau présentait quelques cicatrices, comme des traces de bataille passée. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce furent ses yeux dorés, intenses, avec une profondeur que je n'avais jamais vue chez un autre être vivant. Il me regardait comme s'il me connaissait déjà, comme s'il savait exactement ce que je ressentais, et avant que je puisse décider si je devais l'éloigner ou l'appeler, il s'était déjà couché sous le rosier, comme si cet endroit lui appartenait depuis toujours. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Cette rencontre a marqué le début d'une relation inattendue et profondément significative. Chaque jour, lorsque le soleil commençait à se coucher, le chien revenait au jardin, et je l'attendais avec un peu de nourriture et d'eau. Peu à peu, son pelage retrouva son éclat et son corps prit du poids, mais son regard conservait toujours la même intensité. Cette connexion que j'avais ressentie dès le premier moment. Je l'ai appelé Locke, un nom qui, sans savoir pourquoi, me semblait lui aller bien. Avec le temps, Locke est devenu mon compagnon silencieux, mon confident, quelqu'un qui m'écoutait sans me juger, qui était simplement là, partageant ma solitude et mes silences. Alors que Locke retrouvait la santé, j'ai commencé à remarquer des changements en moi-même. Sa présence m'a donné une raison de me lever chaque matin, de sortir dans le jardin et de sentir l'air frais sur mon visage. J'ai commencé à trouver une sorte de paix dans sa compagnie, une paix que j'avais perdue depuis longtemps. Locke m'a appris à voir la beauté dans les petites choses, à apprécier le bruit du vent entre les feuilles, le chant des oiseaux à l'aube, la tranquillité d'un après-midi ensoleillé. Son amour inconditionnel m'a rendu une partie de moi que je croyais perdue, une partie qui avait besoin d'être aimée et acceptée telle que j'étais. « Que fais-tu ici, hein » murmurai-je en me baissant pour tendre la main. Le chien ne recula pas. Au contraire, il s'approcha avec prudence, reniflant mes doigts avant de les lécher avec sa langue chaude. J'ai ressenti un frisson, mais ce n'était pas de peur, c'était quelque chose de plus, c'était comme si une énergie passait entre nous, une connexion que je ne pouvais expliquer. « Tu dois avoir faim, dis-je, et je suis entrée dans la maison pour chercher quelque chose à manger. Lorsque je suis revenue avec un morceau de pain et un peu de viande froide, il était toujours là, en attente.
Il l'a dévorée en quelques secondes, puis a levé la tête, me regardant comme si j'étais la maîtresse de son destin. « Je ne peux pas te laisser entrer, » murmurai-je, bien que je sache que je mentais. Cette même nuit, alors que la pluie commençait à tomber, je l'ai entendu gratter la porte arrière. J'ai pris une profonde inspiration, regardé autour de moi comme si quelqu'un pouvait me juger, et je l'ai laissé entrer. Je l'ai appelé Locourt, à cause de sa taille et de son pelage épais. Au début, il dormait par terre dans la cuisine, mais peu à peu, il a gagné en confiance, et moi aussi. Sa présence dans la maison est devenue une routine réconfortante. Je ne me sentais plus aussi seule, aussi abandonnée dans cet espace vide. Locke remplissait le silence avec sa respiration tranquille, ses mouvements doux, son regard constant. Vita a appelé cette semaine-là, comme toujours, pour me dire que son voyage allait se prolonger d'un autre mois. J'ai raccroché le téléphone avec plus d'amertume que d'habitude, et je me suis laissé tomber sur le canapé. Locke s'est approché, posant sa lourde tête sur mes genoux. Ses yeux m'observaient avec une intensité qu'aucun humain n'avait dirigée vers moi depuis des années. « Au moins, toi, tu ne m'ignores pas, » lui dis-je, caressant son oreille. Il a répondu en me léchant le poignet. Soudain, sans y penser, je me suis surprise à le laisser lécher mon bras. La chaleur de sa langue était étrangement réconfortante. Ma respiration s'est accélérée quand j'ai remarqué où il se dirigeait. « Non, ce n'est pas bien, » murmurai-je, mais je ne l'ai pas arrêté. Et ainsi, tout a commencé. Ce fut une semaine plus tard. Vita était toujours absent, et je ne pouvais plus supporter le vide dans mon lit. Locke dormait à mes pieds, mais cette nuit-là, je l'ai appelé. « Viens ici », murmurai-je, tapotant le matelas à côté de moi. Il a obéi, montant avec précaution, comme s'il savait qu'il franchissait une limite. Lorsqu'il s'est couché à côté de moi, son grand corps chaud s'est collé à mon dos. J'ai senti son souffle dans ma nuque, ses pattes m'entourant presque comme une étreinte. Et alors, j'ai bougé ma main en arrière, touchant son pelage, glissant plus bas. Ce n'était pas quelque chose de planifié, c'était un besoin, c'était un acte de rébellion contre la solitude et l'abandon. Il a répondu comme seul un animal peut le faire, sans jugement, sans mensonge, seulement par instinct pur. Sa présence comblait le vide que Vita avait laissé, et à ces moments-là, je me sentais vivante à nouveau. Les rencontres sont devenues plus fréquentes, plus intenses. J'ai appris quelle caresse l'excitait, et il a appris comment me toucher pour me faire gémir. Parfois, c'était sa langue longue et habile qui me conduisait à l'extase, d'autres fois, c'était son poids sur moi, sa force dominante qui me faisait me sentir vivante à nouveau. À ces moments-là, il n'y avait pas de place pour la pensée, seulement pour la sensation. C'était une connexion primitive, une danse d'instinct qui nous unissait d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avec un autre être. Un après-midi, après l'un de ces moments, je me suis regardée dans le miroir et j'ai remarqué quelque chose de différent. Mes yeux n'étaient plus ternes, mes lèvres n'étaient plus crispées dans une expression d'amertume. Je me suis souri à moi-même, me rappelant le plaisir que Locke m'avait donné. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie désirée, valorisée, et bien que je sache que ce que je faisais était tabou, je ne pouvais nier la satisfaction que je trouvais dans ces moments. « Personne n'a besoin de savoir », murmurai-je, mais au fond, cela ne m'importait plus. Tout a changé lorsque Vita est revenue de manière inattendue. Je l'ai entendu ouvrir la porte principale, et mon cœur s'est accéléré. Je me suis levée d'un bond du lit où Locke s'était couché à côté de moi. Le chien a grogné légèrement, percevant mon anxiété. « Ostéja, je suis à la maison », a-t-il annoncé depuis l'entrée. Je suis restée paralysée, ne sachant que faire. La présence de Vita a brisé le charme de mon monde secret, et soudain, tout ce que j'avais fait m'a semblé une folie. Mais il y avait aussi une partie de moi qui se sentait libérée, qui ne voulait plus vivre dans le mensonge et le silence. « Et tu dois te cacher », lui dis-je, le poussant vers l'armoire. Vita est entrée dans la chambre à coucher avec un sourire fatigué, ses pas résonnant sur le plancher de bois. Il tenait une valise à la main, et son manteau était accroché à son bras. Sa présence a rempli la pièce, mais je ne me sentais plus à l'aise avec lui. « Quelle surprise, hein ?» dit-il en s'approchant pour m'embrasser. Sa bouche avait un goût de mensonge et de distance. Ce n'était plus pareil, le baiser était mécanique, sans la passion d'autrefois, et je me suis rapidement éloignée.
Bienvenue à la maison, murmurai-je, forçant un sourire. Cette nuit-là, lorsqu'il a tenté de me toucher, je me suis écartée. Je suis fatiguée, mentis-je, me retournant sur le côté. Il a froncé les sourcils, mais n'a pas insisté. Je pouvais sentir sa confusion, mais aussi sa fatigue. Après tant d'années de mariage, il savait que quelque chose avait changé, mais il ne voulait pas encore l'affronter. Les jours suivants ont été tendus. Vita a remarqué que Locke ne dormait plus dans la cuisine, mais dans ma chambre. Il a remarqué comment le chien me suivait partout, comment il me regardait avec ses yeux dorés qui semblaient me comprendre mieux que quiconque. Sa présence constante dans ma vie avait comblé un vide que je ne savais même pas exister. « Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux ?» a-t-il demandé un soir, d'une voix froide et accusatrice. Mon cœur a battu plus fort. Je savais que la question était inévitable, mais je n'étais pas préparée à l'affronter. Rien, nous sommes juste proches, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Il n'a pas compris, mais Locke si. Cette même nuit, lorsque Vita s'est endormie, le chien s'est glissé sous les couvertures et a trouvé ma main. Sa présence était réconfortante, une connexion qui me donnait la force d'affronter ce qui venait. J'ai su alors que je ne pouvais plus continuer à vivre dans le mensonge. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien lorsque mon cœur savait que j'avais trouvé quelque chose de plus vrai et de plus profond. La relation avec Locke avait réveillé en moi une passion et une vitalité que je croyais perdues à jamais. Le lendemain, j'ai dit la vérité à Vita. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, et j'ai pris une profonde inspiration avant de parler. Je ne t'aime plus, pas comme avant, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Il a pâli, mais ne semblait pas surpris. Peut-être l'a-t-il toujours su, peut-être a-t-il toujours su que notre mariage était une façade, une illusion de bonheur qui s'était estompée avec le temps. C'est à cause du chien, a-t-il demandé, avec dégoût dans la voix. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas besoin de le faire. La vérité était écrite sur mon visage, dans la manière dont je regardais Locke, dans la manière dont ma vie avait changé depuis qu'il était arrivé. Lorsque Vita est partie, j'ai fermé la porte et je me suis laissé tomber sur le sol. Locke s'est blotti à mes côtés, léchant mes larmes. Sa présence était un baume, une source de réconfort au milieu du chaos. Nous n'avons que nous-mêmes maintenant, murmurai-je, caressant son pelage. Et pour la première fois depuis des années, cela suffisait. Je n'avais besoin de rien d'autre. Je n'avais besoin de l'approbation de quiconque, ni de la compréhension de quiconque d'autre que la sienne. Locke m'avait appris que l'amour n'a pas de forme définie, qu'il peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus et sous les formes les plus inattendues. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je vis dans une cabane près de la forêt. Locke dort à mes côtés toutes les nuits, et je ne me cache plus lorsqu'il me touche. Les gens murmurent, bien sûr, les voisins, les connaissances, même certains amis s'en étonnent, mais cela ne me dérange plus. Leur jugement n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai trouvé une paix et un bonheur que je n'aurais jamais cru possible, et c'est ce qui compte vraiment. Locke m'a sauvé de la solitude, il m'a rendu la passion, il m'a appris que l'amour n'a pas de forme définie, qu'il peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus et sous les formes les plus inattendues, et pour moi, cela suffit, c'est plus que suffisant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Rappelez-vous que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter, ne les manquez pas, abonnez-vous et activez les notifications.